Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Débat avec vous sur l'actualité avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avocat. Valérie. Je rappelle votre dernier livre, Une justice politique, et on vous retrouve également sur votre blog Vue du droit. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Raphaël Amsalem, bonjour. Vous êtes analyste politique, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire. Vous avez publié Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF, et vous venez de publier petit opus. Non, il est pas encore. Il sort au jeu. On est le 2 juin. Le 2 juin, c'est jeudi, je crois. Voilà. C'est ça. Voilà. Dans la collection qui a été lancée par le CERF, Placard et Libelle. Voilà. Et c'est le 14e numéro, et j'ai le plaisir et l'honneur, en effet, de publier un texte sur la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Voilà, une étrange victoire. Vous l'avez reçu très bien. Et donc je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, mais je l'annonce, et donc on le trouve en kiosque, c'est ça ? On le trouve en kiosque, on le trouve dans les librairies. Voilà. Eh bien, écoutez, on va revenir sur ce qui s'est passé toujours au Stade de France avec les déclarations de Gérald Darmanin. On va parler de nos factures d'électricité. Pas de rattrapage, a dit Bruno Le Maire, et pourtant l'inflation continue de grimper. Le pire est-il à venir ? Emmanuel Macron au chevet de l'hôpital, si on a le temps d'en parler. Et puis un journaliste français tué en Ukraine. On a rendu hommage déjà ce matin à tous ces journalistes qui sont là-bas, tous ces reporters de guerre d'une manière générale, qui prennent des risques et qui, hélas, parfois sont victimes de tirs, comme ça a été le cas hier. On y reviendra dans un instant. Coup de cœur, coup de gueule. Arnaud Benedetti, on va commencer avec vous. C'est un livre, comme souvent. Alors c'est un livre de quelqu'un que vous connaissez, je crois, sur cette antenne. C'est Éric Anceau, l'historien, qui a sorti un livre. C'est un livre qui est sorti il y a maintenant quelques mois, que j'avais pas eu encore l'occasion de lire, qui s'appelle Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent. Donc c'est une histoire du concept de laïcité qui va bien au-delà de la loi de 1905 et qui essaye dès l'Antiquité de comprendre comment cette notion a commencé à s'élaborer, se développer, se construire, y compris dans les cités antiques. Donc c'est un ouvrage qui est un ouvrage d'historien, donc qui nous fait pénétrer dans l'histoire profonde, et ça c'est toujours très intéressant. Et c'est aussi une histoire comparative, c'est-à-dire de voir comment la notion de laïcité est finalement appliquée dans d'autres pays, dans d'autres régimes. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement, j'allais dire, riche à la fois de comparaison, d'éclairage. C'est un ouvrage au moment où la question de laïcité se pose peut-être plus que jamais. C'est un ouvrage que je conseille à tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette notion et cette histoire-là. C'est quelqu'un de très érudit. Oui, aux éditions Passé Composé. Passé Composé, ça s'appelle Laïcité, un principe, d'Éric Anceau. Raphaël Amsalem, un coup de gueule. Un coup de gueule aujourd'hui sur l'hégémonie qu'on a aujourd'hui dans l'idée de planification écologique qui gagne beaucoup, qui est beaucoup à la mode en ce moment. Et je permets de relever cette phrase de l'essayiste Erwan Lenohan qui disait la semaine dernière dans une tribune L'Opinion: la seule proposition qui prévale aujourd'hui, c'est celle du pilotage autoritaire. Et de fait, oui, il y a dans l'esprit de notre élite dirigeante, l'idée que la planification serait la seule et unique issue qui soit possible en matière de transition écologique. C'est à ce point vrai qu'on a le président de la République qui non seulement a décidé d'adopter le vocabulaire insoumis en la matière, mais qui en plus a opéré quelque chose d'assez inédit, à savoir la nomination d'une première ministre en charge de la planification écologique et énergétique. Et je pense que cette vieille passion pour la planification, c'est au fond un grand amour qu'on a pour la technocratie. Le doux rêve d'une administration à ce point éclairée qu'elle pourrait assigner à la société des objectifs à atteindre et qu'il suffirait de suivre pour s'engager sur la marche du bonheur. Et très rapidement, je voudrais juste évoquer 3 points de pourquoi ça me semble une mauvaise solution, la planification écologique. Le premier point, c'est qu'elle est nourrie par un romantisme particulièrement français qui essaye d'expliquer le boom économique des années 30 en imputant ça aux vertus du dirigisme économique, de la planification qui prévalait à l'époque. Alors, effectivement, la planification des 30 Glorieuses était incontestablement une réussite, mais il faut rappeler le contexte qui a permis la réussite de cette planification.
il est rappelé par Ismaël Leclerc Belayaïch, qui est rédacteur pour la newsletter Néolibéralisme, et qui explique que l'économie des 30 Glorieuses était une économie de rattrapage, où il ne s'agissait pas d'inventer des technologies, mais d'implémenter des moyens de production déjà existants, et donc l'État, effectivement, n'avait rien d'autre à faire que d'appliquer ce qui préexistait déjà. Le deuxième point, c'est que le triomphe du planisme, à mon sens, c'est la victoire d'un état d'esprit, encore une fois très, très français, celui d'une mythique raison d'État qui attribue à notre bureaucratie, malheureusement, un héroïsme dont elle n'a jamais fait preuve et une sagesse qui, bien souvent, a été illusoire, avec cette croyance qu'en fait, l'État, tel un chef d'orchestre, avec sa gestuelle animée, pourrait accorder l'économie et produire un son extrêmement harmonieux. Je crois qu'il y a beaucoup de travaux, notamment de Frédéric Hayek, qui démontrent qu'il est extrêmement compliqué, du fait de la complexité de nos sociétés, de pouvoir commander la société depuis un bureau ministériel. Et enfin, dernier point, en matière de liberté publique, je crois que le planisme est la traduction d'une passion aussi pour le contrôle social, qui substitue aux citoyens libres le tiers étatique et son armée administrative. Et c'est pour ça que je pense qu'en matière de liberté publique, la planification est une idée dangereuse, parce que c'est une pensée de la verticalité qui a une préférence pour la figure du technocrate et ses productions normatives plutôt que la libre association des individus. Allez, on va marquer une... Oui ? Le marché va tout nous régler. Voilà. Les gens du Mont-Pèlerin sont sur le plateau aujourd'hui. C'est bien, c'est intéressant. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Vous y réagirez après, c'est l'heure du journal. Il est bientôt 11h sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit et votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez été également membre du Conseil économique, social et environnemental. Raphaël Amsalem, vous êtes analyste politique, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du CERF. Une petite réaction sur ce que disait tout à l'heure Raphaël Amsalem, Jean-Luc Benamias, sur ce plan, sur cette planification écologique. La planification écologique uniquement dans un seul pays ne sert pas à grand-chose. Le fait qu'il faille à la fois décentraliser les politiques publiques et à la fois les européaniser montre bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour l'instant, pour moi, ça ne sont que des mots qui touchent d'ailleurs à une politique énergétique exclusivement française par rapport à la relance du nucléaire en France, où là, effectivement, il y a besoin d'une planification uniquement française, puisque nous sommes le seul pays en Europe à relancer l'énergie nucléaire de manière potentiellement relancer l'énergie nucléaire de manière intensive. Voilà. Après ça, qu'il y ait des volontés de planification régionalisées et européanisées, ça me paraît obligatoire. C'est pas tout à fait bien parti à ce niveau-là. Allez, on va, j'ai pas donné le sommaire, on va évidemment revenir sur les incidents au Stade de France, avec les réactions de Gérald Darmanin qui suscitent un certain nombre de réactions, accuser les Anglaises bien raisonnables. On va parler de nos factures d'électricité, et puis Macron au chevet de l'hôpital. Votre coup de gueule, Régis de Castelnau? Alors, c'est pas un coup de gueule bien méchant, hein. Un peu perfide. Perfide, oui, perfide. C'est la nomination de Pape Diaye, donc bonne bourgeoisie sénégalaise. J'ai la prétention de ne pas mal connaître le Sénégal, où j'ai été plusieurs fois. Effectivement, la nomination un peu provocation d'Emmanuel Macron, qui a provoquer toutes les réactions qu'on connaît. Et donc, il est ministre de l'Éducation. Et donc, tout à l'heure, Arnaud nous parlait du livre d'Anso sur la laïcité. Ouais. Je rappelle un petit fait historique. Nous avons eu un ministère de l'Instruction publique qui date de la Restauration et puis qui s'est transformé en ministère de l'Éducation nationale. Et la tradition voulait
que les ministres de l'Éducation nationale, Troisième République et après, et leurs enfants, quand ils en avaient, scolarisés dans le public. Et devinez où sont les enfants de ce brave Pape Diaye qui peut être catégorisé comme une espèce de gauche américaine, c'est-à-dire indigéniste, enfin tout ce que vous voulez, je vais pas me lancer dans les mots. Ces enfants sont scolarisés à l'école alsacienne, qui est la quintessence de là où les élites du bloc élitaire mettent leurs enfants, bien évidemment une structure privée, donc bravo. D'ailleurs, quand on regarde, quelqu'un s'est amusé à pointer où les membres du gouvernement avaient fait leurs études, c'est très intéressant, parce qu'ils ont tous fait leurs études, en général ceux qui appartiennent de fait sociologiquement aux couches supérieures de la société, dans les lycées prestigieux et les boîtes privées prestigieux. Quant à ceux qui sont d'origine plus modeste, je pense à Dupond-Moretti, ils ont tous été chez les curés et pas n'importe où, un peu comme notre ami Emmanuel Macron à La Providence à Amiens. Donc voilà. Paradoxe d'un ministre de l'Éducation, donc a priori public. Il s'occupe aussi du privé, mais enfin d'avoir. Vous pensez qu'il va les changer à la rentrée ? Il va peut-être les changer à la rentrée prochaine. Oh oui, j'en suis sûr. Ça vous choque ou pas ? Non, c'est pas que ce soit choquant, mais bon. Oui, ça veut dire qu'il estime que le système public n'est pas à la hauteur pour ses enfants. Valérie, c'est pas ce que je veux dire. Je lui fais pas le reproche. Attendez, moi j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. Les 3 premiers ont été scolarisés dans le public, et ça se marchait bien. Les 2 derniers, je les ai sortis du public qui s'était complètement dégradé. Et je l'assume très bien. Et ils ont été ensuite dans le privé. Donc, si vous voulez qu'ils mettent ses enfants à l'école alsacienne, je le comprends. Il a envie d'excellence et tout, mais c'est l'hypocrisie, si vous voulez, de cette société. Et de ces nominations de communication qui montrent bien leurs limites. Enfin, moi, j'espère que sa feuille de route, c'est la remise à niveau de l'éducation nationale, plus que l'accommodement de la laïcité à des modèles qui sont extérieurs à notre modèle. C'est ce qu'il faut souhaiter, parce que pour l'instant, ce qu'on retient de la nomination de Pape Ndiaye, c'est plutôt sa vision intellectuelle. Mais il va falloir l'attendre maintenant, j'allais dire, au pied du mur, c'est-à-dire sur les mesures concrètes qui permettent de revaloriser notre système scolaire. Le vrai patron étant Macron. Raphaël, évidemment. Ce qui me perturbe beaucoup plus, c'est le fait qu'on est passé, on en parlait juste avant, de M. Blanquer à M. Pape Ndiaye, et je crois que c'est assez symptomatique d'un pouvoir central qui se contente d'être dans la bonne gestion, mais qui a abandonné le fond politique, c'est-à-dire qu'il ne s'identifie plus à une idéologie quelconque, et c'est ce qui explique qu'on puisse passer au fond d'un ministre plutôt droitier à un intellectuel qui adopte une rhétorique qui est plutôt étrangère à ce bord politique-là. Jean-Luc Benamias. Je vais faire mon coup de gueule, ça touche vraiment au même sujet. Oui, vous êtes... L'embauche dans l'Académie de Versailles d'enseignants par centaines. Absolument. En passant, je n'ai rien contre les gens qui sont allés postuler, je le dis clairement. J'ai vu ça. Ils cherchent du travail et c'est très bien. Mais une demi-heure pour devenir enseignant, c'est la chute totale de la formation à la française. Ça n'a pas démarré uniquement avec M. Blanquer, mais enfin il en a rajouté plusieurs couches. Voilà, ça donne ça. En une demi-heure, on peut devenir enseignant. Et quand on connaît le métier d'enseignant, je l'ai un peu fait, mais je pense que je ne suis pas le seul autour de cette table. Clairement, il faut un certain temps quand même de formation, il faut un certain temps d'aptitude à s'adresser à des élèves qui ne sont pas forcément hyper simples. Voilà. Donc je le redis, j'ai vu... Non, mais l'exemple, c'est Bac plus 3 et les candidats ont des profils assez éloignés pour certains de l'enseignement. C'est ce que moi je l'ai lu dans le Parisien ce matin. Fiona, accompagnatrice d'enfants en situation de handicap, est venue tenter sa chance. 30 minutes pour devenir enseignante en primaire. Elle pense pouvoir être une bonne enseignante. Ça laisse songer, mais... Valérie, il n'y a plus assez de candidats. Bien sûr, oui, j'ai vu ça. J'ai vu. Il y
Et mais pourquoi il n'y en a plus? Pourquoi il n'y en a pas? Parce que les salaires moyens en collège et à l'école primaire sont des salaires qui tournent autour de 1500 à 1400 à 1500 euros net. C'est-à-dire que, clairement, ce métier est dévalorisé. Mais ça, c'est pas très nouveau, on le dit régulièrement. Ça fait plusieurs années que ça dure. Par rapport aux pays européens, on a les salariés de l'éducation nationale les moins bien payés. Ouais. Alors, je vois un de nos auditeurs qui réagit sur le match de demain, Nadal-Djokovic, qui va être diffusé. On l'a évoqué dans le zapping. C'est ce soir, pardon. Oui, j'ai dit une bêtise. C'est ce soir. Et donc, vous savez qu'il y a eu débat pour savoir si le match allait se jouer. Je l'apprends à Arnaud Benedetti. Si le match allait se jouer l'après-midi ou le soir. L'après-midi, il était diffusé sur France Télévisions. Le soir, sur Amazon Prime. Alors. Amazon, mais ouvert, je crois. Hein. Oui, ouvert. Sauf que ce que nous dit cet auditeur Alain, il habite à la campagne, comme mon papa, qui est victime de la fracture numérique, qui vit dans une zone grise, blanche, ce que vous voulez. Et donc, il dit qu'il a 3 gigas, 2 mégas au total, et que ça ne passe pas. Il n'a pas accès aujourd'hui, même si il n'a pas de box, donc ça ne passe pas. Donc, ça souligne aussi la fracture numérique qui existe encore en France avec la fracture territoriale. La fracture territoriale, absolument. Enfin, il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Alors là, on revient sur un sujet qui est un peu celui de la planification, mais ça fait longtemps manifestement qu'il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un ministère. Il faudrait regarder dans les libellés des ministères si la notion d'aménagement du territoire apparaît dans le nouveau gouvernement, ce qui me paraît... Non, parce qu'on parle de cohésion territoriale aujourd'hui. Ce qui est une façon de dire qu'on ne fait plus rien. Qu'on ne fait plus rien, oui, absolument. Mais c'est vrai que Amazon a dit oui, ce sera gratuit, sauf qu'il y a des gens qui ne pourront pas recevoir, qui n'ont pas accès au numérique. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas comment y accéder, même si c'est gratuit. Donc, choix qui a été fait encore une fois par Amélie Mauresmo, qui était, comme l'a rappelé Gilles Gansman, consultante pour Amazon l'année dernière, Amazon Prime. Choix qui a été fait parce qu'Amazon a payé plus aussi que France Télévisions. C'est surtout il faut savoir qu'on fait du tennis à la campagne. Hein. Oui, bien sûr. Aussi, il y a des cours de tennis dans les campagnes. Des choix étonnants dans le fait de pouvoir jouer 24 heures sur 24 au tennis de manière publique est assez sidérant. Ça donne des matchs parfois où des personnes terminent à 2h, 3h du matin. Absolument. Sur des matchs qui... C'était pas le cas avant. Ah, on vous a perdu, Jean-Luc. Notamment sur terre battue, et le lendemain après-midi, voilà. Oui, mais Nadal, lui d'ailleurs, se trouve désavantagé puisqu'il préfère jouer de jour et pas de nuit. Juliette Ruffol, qui travaille avec nous, m'envoie l'intitulé d'Amélie de Montchalin pour vous, cher Arnaud. Elle est ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Oui, comme ça, on a tout en même temps. On a tout en même temps. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de ce qui s'est passé au Stade de France et à l'instant, Liverpool réclame des excuses au gouvernement français. C'est une affaire qui dure, qui s'enlise et qui n'est pas prête d'être terminée. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Les débats avec vous, avec Régis de Castelnau, Jean-Luc Benamias, Raphaël Amsalem et Arnaud Benedetti. Alors 3 jours après les incidents du Stade de France, en marge de la finale de la Ligue des Champions, la polémique continue. Hier, Gérald Darmanin a tenu une conférence de presse. Il a dénoncé une fraude massive industrielle et organisée de faux billets. Entre 30 et 40 000 supporters anglais, dit-il, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Et à l'instant, donc, on apprend que le club de Liverpool, le président du club de football de Liverpool, Tom Werner, a réclamé des excuses au gouvernement français pour avoir imputé aux fans des Reds la responsabilité des scènes chaotiques survenues lors de cette finale. Bousculade, tentative d'intrusion, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis ces 30 à 40 000 supporters dont on ne sait pas où ils sont passés. Enfin, on n'a pas vu d'image massive. Ça semble un petit peu fictif. Ah oui, j'aime bien l'expression. Non, un mensonge éhonté, c'est tout. Oui. Mais il y a les emplois. Jean-Luc. Quand on regarde les supporters de Liverpool, qui ont, à une époque, c'est vrai, il y a 20 ans ou 30 ans, ont été extrêmement violents, ça, on s'en souvient. Mais quand on les regarde dans cette file incroyable, sous un pont près de l'eau, on a un problème. Devant les grilles. Pareil, qu'est-ce qu'on a comme problème, pardon ?
Non, vous entendez, ça avait coupé à un moment, on vous a retrouvé. Oui, quand on voit les gens qui sont... C'est les connexions Internet, même à Marseille. Voilà, vous êtes victime de la fracture territoriale. Donc, je finis, je les ai trouvés d'une tranquillité gigantesque. Après, on a vu quelques centaines de gamins, ou plus ou moins jeunes, habitants du stade. Il y a eu quelques éléments de violence, mais ce n'étaient pas des supporters de Liverpool. Oui, mais on rappelle qu'il y a eu aussi une grève, on le rappelle, Vive la France, une grève dans le RERB, et Stéphane, un auditeur, me signale qu'un autre préavis de grève a été déposé pour vendredi prochain, à savoir qu'il y a un match au Stade de France, et que voilà, en plus 3 syndicats de la RATP se félicitent de la réussite de la grève lors de la finale de l'UEFA. Effectivement, c'est assez scandaleux et honteux, Arnaud Benedetti. Et ces arguments, à la fois de la ministre des Sports et de Gérald Darmanin, sont incompréhensibles. D'abord, il y a quand même un phénomène qui est très français, c'est que je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, je pense d'ailleurs au Royaume-Uni, entre autres, mais pourquoi pas en Allemagne, si un phénomène de ce type s'était déroulé, s'il n'y aurait pas eu quand même des sanctions à la fois administratives et politiques qui n'auraient pas été prises. Oui. En France, c'est extraordinaire. Finalement, on échappe à tout esprit de responsabilité. Le préfet de police, qui n'est quand même pas à son coup d'essai, est maintenu. Et M. Darmanin peut tranquillement communiquer à travers un certain nombre d'éléments de langage qui me semblent être contredits, ne serait-ce que par les images et par la presse étrangère. Mais ça passe d'une manière, j'allais dire, totalement banale, sans autre réaction qu'une indignation qui est un peu sporadique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi ce que je ne comprends pas quand même malgré tout, une fois qu'on a dit ça, c'est la communication de l'exécutif. Parce que si vous voulez, non seulement il y a quand même des images qui circulent depuis 48 heures et qui me semblent assez éloquentes en la matière, et où il ne me semble pas en effet les supporters anglais qui aient véritablement posé problème, mais surtout vous avez la réaction de la presse internationale. Et la réaction de la presse internationale, elle est extrêmement sévère sur la façon dont on a géré cet événement. Et que aujourd'hui, M. Darmanin continue à être dans le déni après une conférence de presse hier avec la ministre des Sports, après un JT aux 20h où il a répété les mêmes éléments de langage et où on voit que finalement les Britanniques ne lâchent rien sur l'interprétation qu'ils font des événements. Je ne comprends pas finalement cette communication, alors qu'à un moment donné, on s'en sort beaucoup mieux quand on dit la vérité et quand on prend des sanctions. Mais là, on ne dit pas la vérité et on ne prend pas de sanctions, ce qui à mon avis ne fait que d'une certaine manière activer la crise. Ouais, alors je m'en prends pas au droit de grève, Xavier, un de nos auditeurs. Je pense que le gouvernement aurait pu, et ce que dit un autre auditeur, entamer des négociations de manière à peut-être calmer un peu le jeu. Évidemment qu'ils ont le droit de négocier, mais que les syndicats se félicitent du chaos qui est survenu, c'est pas terrible non plus. Même si sur le sujet, la SNCF explique que quand on regarde les flux de transport qu'il y a eu le soir de la finale, il n'y a rien eu d'extrêmement inhabituel, il n'y a pas eu des afflux massifs dans les RER, donc ça n'explique pas en fait le chaos qu'on a eu sur place. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Benedetti qui, je crois, a pointé le problème majeur, central dans cette affaire, c'est celui de la responsabilité politique et administrative, en l'occurrence dans le maintien de l'ordre. Mais ça, c'est un problème. François Sureau, qui est alors maintenant académicien et puis grand avocat en liberté publique, le pointait déjà. C'est en France cette maladie qui veut qu'il y ait une défausse perpétuelle de l'administration sur le corps social. C'est pas notre faute, c'est parce qu'il y a trop de supporters, c'est pas notre faute, il y avait des faux billets. Et en multipliant en plus, comme vous l'avez dit, des mensonges, des inexactitudes aussi, bien entendu, mais on a eu un brouhaha dans les explications. D'abord le nombre de supporters, ensuite la grève de la RATP, maintenant les faux billets que toutes les personnes, tous les témoins sur place, les organisations associatives, je pense notamment aux responsables du football Supporter Europe qui étaient sur place, qui ont expliqué que c'est impossible qu'il y ait eu 30 à 40 000 faux billets qui étaient sur place. Et donc je pense qu'il y a un énorme problème qui est lié, à mon sens, à un problème de régime politique, qui est qu'on exonère le corps politique et administratif de sa responsabilité, les dirigeants restent toujours en place, il n'y a pas de sanctions, et au fond, les responsables ne sont pas
évalué selon l'efficacité de l'action publique, mais sur le bon vouloir, je pense quelque part, du gouvernement et peut-être même du président de la République. Et à mon sens, cette verticalité est extrêmement dommageable pour l'efficacité de l'action politique. Régis, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste citer le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui a donné une autre explication. La faute du préfet, ou la faute au préfet, comme on dirait, celle d'interdire la vente d'alcool aux abords du stade avant le match, et cela inciter les supporters à ne pas venir en avance. Ça, on n'y avait pas pensé. Donc celle-là, elle est pas mal quand même. Valérie, il s'est passé plusieurs choses. Il y a la première donnée qu'on constate. Moi, j'ai été partout. J'ai regardé la conférence de presse, mais ahurissante d'hier, avec l'Allemand qui est là, l'air benet, et les journalistes qui veulent l'interroger. Ben non, mais alors qu'est-ce qu'il fait là, etc. Puis plus ce qu'on retrouve dans la presse étrangère, parce qu'il y a tout. Bien sûr, la presse anglaise est comme d'habitude, et parfois de mauvaise foi. Mais la presse espagnole, il va aussi. Donc, il y a eu un premier problème. C'est l'organisation. On a organisé ça en dépit du bon sens. Et ça, effectivement, pose de sacrés problèmes concernant les prochaines échéances. La Coupe du Monde de rugby, alors il y a moins de problèmes avec les... Mais encore que, c'est pas un problème de sport, là, et les Jeux Olympiques. La deuxième, c'est qu'on tourne autour du pot et on essaye de minorer, c'est... l'arrivée dans Saint-Denis, autour du stade. Rappelons-nous ce que disait Thierry Henry, qui disait mais non, c'est pas à Paris, ce sera à Saint-Denis, c'est pas pareil. Voilà ce qu'il disait. Il s'est fait taper dessus, et c'est lui qui avait raison. Ce sont les bandes organisées. Il y a des dizaines de témoignages, des vidéos, les bandes organisées qui sont venues comme des vautours, violenter les familles. Bon. Ensuite, il y a l'attitude de la police, des forces de l'ordre. Moi, j'ai vu des vidéos où on gaze des malheureux, des familles qui sont là, qui brandissent leurs billets, etc. C'est la technique, l'allemand. L'allemand ne connaît qu'une chose, c'est la matraque. La matraque, je tape. Et pas de préférence. Je vais pas affronter les racailles qui sont venus. Ça non, parce que c'est un peu dangereux. Je tape sur les braves gens. C'est plus simple. Mais il y a des vidéos scandaleuses. Elles devraient pointer la responsabilité avec des policiers qui sont masqués pour pas qu'on les voit. Et enfin, le troisième problème. Alors sur cette question, des racailles, naturellement, j'ai pas entendu beaucoup Jean-Luc Mélenchon qui n'a parlé que des policiers. Point suivant. Voyons. Et ensuite, c'est l'attitude du gouvernement. Enfin, écoutez, ils mentent comme des arracheurs de dents. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et cette pauvre Madame Oudéa qui vient d'arriver, qui dit nous avons une grande expérience le lendemain, une grande expérience d'organisation d'événements de ce type. Oui. Ça fait plaisir, vu le résultat. Et Monsieur Darmanin, il se déshonore. Là, le gouvernement français se déshonore à cette occasion. Et quant au président de la République, on est dans une situation européenne un peu particulière. On se fâche avec deux pays importants, y compris que la mise en cause des Britanniques. Elle est vulgaire en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient sur des vieilles affaires. Non, c'est tout ça est profondément. Alors, on va y revenir. On va y revenir. On y revient. À tout de suite sur Sud Radio. Restez avec nous et vous pouvez réagir. 0826 300 300 si vous voulez intervenir. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, ensemble jusqu'à midi, nous parlions des événements au Stade de France, des incidents et de la défense du gouvernement. Alors, c'est vous, Arnaud Benedetti, qui vouliez non, sur les Britanniques, il faut, parce que finalement, l'argument de M. Darmanin, c'est de dire que c'est une tradition quasiment britannique que d'avoir des supporters qui sont des supporters... Des hooligans, quoi. Qui sont des hooligans. Mais la réalité, c'est que les Britanniques ont pris des mesures depuis de très nombreuses années et ont considérablement, arranger les choses et améliorer les choses. Donc aujourd'hui, finalement, il va chercher une situation antérieure qui est complètement dépassée pour stigmatiser les supporters britanniques, ce qui évidemment est un argument totalement irrecevable au regard de ce qu'on a vu sur le terrain. Voilà. Oui, une réflexion aussi sur ce qu'on a pu voir. Donc c'est 300 à 400 jeunes de cité, beaucoup aussi de sans-papiers qui sont partis à l'assaut du Stade de France. Et puis l'un d'entre eux qu'on a pu voir, si vous
avez vu une vidéo sur Cyril Hanouna qui était passé sous le tourniquet. À côté de lui, il y avait un certain Ryan, qui est celui qui avait attaqué un camion de pompiers, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était allé voler un camion de pompiers, et qu'on a vu il y a quelques jours en Syrie en train de se filmer avec une Kalachnikov. Et donc ce jeune homme est rentré au Stade de France sans billet. Là aussi, ça interroge d'imaginer. Alors je ne jette pas l'opprobre sur ce garçon, mais enfin, quand on était en Syrie avec une Kalachnikov, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas une surveillance plus importante sur quelqu'un qui va rentrer au Stade de France. Raphaël Amsalem, justement sur la façon dont cette affaire, dont le gouvernement n'imaginait peut-être certainement pas que ça allait durer à ce point-là, et je pense que les étrangers, effectivement, que ce soit les Espagnols ou les Anglais, ne lâcheront pas l'affaire. Ça va durer parce que déjà ça renvoie une image qui est assez déplorable. Dans un pays où déjà on a depuis des années un sentiment d'insécurité qui est montant, et donc on a, disons, du grain à moudre qui permet d'alimenter ce sentiment, et aussi une image d'impuissance. L'impuissance à dire que la France n'est pas capable d'organiser sereinement une finale de Ligue des Champions. Et je pense qu'il y a aussi un dernier point qui a été souligné par un des derniers intervenants, qui est que dans un état de droit qui est soucieux des libertés publiques, on ne peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui reste en place sans être interrogé sur certains faits qui ont été soulignés par des témoignages, qu'on voit dans des vidéos aussi de la part de journalistes. On entend que des journalistes ont été menacés de se faire retirer leur accréditation, où on voit des enfants, des familles qui se font gazer alors qu'elles ne posent absolument aucun problème en matière de sécurité, qui ne crée pas d'incidents sur place. Et donc, dans un État qui est soucieux de la sauvegarde des libertés publiques, il faut qu'on puisse appuyer sur cette affaire pour que puissent, encore une fois, être pointées les responsabilités politiques et administratives. C'est pas la seule affaire. Non. Si vous regardez bien le monde du foot français, qui n'a aucune leçon à donner à aucun pays d'Europe par rapport à la sécurité dans les stades, en même temps, dès le lendemain, il y avait un match entre Saint-Étienne et Auxerre. Envahissement. Alors, il y a des envahissements parfois qui sont très sympathiques. Mais là, l'envahissement à Saint-Étienne était d'une violence absolue. Les joueurs d'Auxerre et les familles d'Auxerre qui étaient venues ont dû se cacher, ont dû attendre 1h30, 2 heures pour voir si elles pouvaient être mises à l'abri. Et c'est pas le seul lieu en France. Sur plein de salles, je vais pas les citer tous, cette année, il y a eu plein d'incidents. Et la façon de maintenir l'ordre en France pose un sérieux problème. Régis en parlait tout à l'heure, mais c'était pas le seul. Il y a un problème d'attitude extrêmement, beaucoup trop rapide d'une partie, je dis bien d'une partie de la police française qui, de manière indifférenciée, dès qu'il y a un petit problème, engage tout le monde, ce qui n'est pas la bonne solution. Rappelez-vous aussi, le soir de cette fameuse championnat d'Europe, de cette finale, le soir, sur la place de la Nation, c'était aussi des violences incroyables par rapport à des supporters à qui on avait dit d'être là. Quand vous regardez les images, c'est tout aussi intolérable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens violents dans ce genre de choses, mais la façon dont on agit, la police française agit, notamment sur Paris et la région parisienne, n'est pas la bonne méthode. Non. Régis ? Oui, je reviens sur les deux points qui me semblent les plus importants. Le premier qui est effectivement ce sentiment d'impuissance, cet abandon de la puissance publique, de son rôle tout à fait essentiel. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait oui, mais on est très fort parce que sur cette antenne d'ailleurs, ça avait mis Elisabeth Lévy en colère, ce qui est assez habituel. Et donc j'aime beaucoup Elisabeth. Et donc, le problème, on va articuler le privé, le public, enfin les forces de l'ordre, etc. Non, je suis tout à fait désolé. Le constat, il est calamiteux. Il est calamiteux, surtout que, alors on va dire oui, mais on a su, puisque Saint-Pétersbourg devait accueillir la finale, et puis bon, ça a été changé avec la guerre en Ukraine, il a fallu faire ça très rapidement. Je ne sais pas si en mobilisant je pense que c'est pipeau. Puis deuxièmement, c'est toujours ce problème de l'absence totale de responsabilité politique. Ça fait longtemps, mais on est dans un pays où on ne démissionne pas. Quand on est homme public, on ne démissionne pas. Regardez. Par le passé, il y a eu des démissions.
Mais ça se fait dans le passé. Ça se fait de plus en plus. Dans le passé, mais là, regardez, c'est plus la mode. Rappelez-vous, dans un autre ordre d'idée, mais rappelez-vous ce député socialiste dont le nom m'échappe là, celui qui faisait de la phobie administrative. Thévenoud. Je veux dire, la démonstration a été faite qu'il était délinquant fiscal. Il est passé en correctionnel. Il n'a jamais démissionné. Et celui qui a failli tuer son camarade de parti à coups de casse, il est resté, il a fait son mandat 5 ans. C'est insupportable. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Mais on a un garde des Sceaux qui est mis en examen. Oui, ça pose la question aussi des conséquences politiques. Moi, je pense que ça ne fait qu'accroître la défiance vis-à-vis de la parole publique, la défiance vis-à-vis des institutions. Ça, c'est pour le fond, mais c'est pas nouveau, mais ça ne fait que la renforcer. Et le deuxième aspect, c'est de savoir si ça va avoir un impact sur les élections législatives. En effet, si vous voulez, ces images, quand même, je pense que dans l'électorat conservateur ou dans l'électorat de droite, elles ne favorisent pas, si vous voulez, l'arrimage de cet électorat de centre-droit ou voire de droite à la majorité. Et d'ailleurs, depuis quand même le début de ce nouveau quinquennat, ce que l'on peut constater, c'est que Emmanuel Macron, qui a pourtant été un président de la République, a essayé de donner des gages à l'électorat conservateur, n'en donne très peu, je trouve. Il en donne très peu. On a rappelé la nomination de M. Ndiaye, qui là aussi, à mon avis, n'est pas une nomination qui doit forcément faire plaisir à cette partie de l'électorat. On voit que il est allé chercher une première ministre qui certes n'est pas considérée par la gauche comme étant de gauche, mais qui a quand même une trajectoire politique à gauche. Et on le voit aujourd'hui s'affaiblir sur les questions régaliennes. Alors il était déjà faible, mais là, en l'occurrence, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien. Alors est-ce que ça aura un impact sur les élections législatives? Mais ça, on va le voir dans quelques jours. On va le voir, effectivement. Mais en tout cas, il y a inquiétude au sein de la majorité, manifestement. Les propos qui sont rapportés montrent que quand même on prend au sérieux ce qui est l'impact de ces images. Assez mal géré. Je voudrais que Steven nous appelle, un auditeur qui dit qu'il a refusé, lui, d'assurer il avait été sollicité comme vigile et il a refusé vu la non-organisation. Donc je vois bien qu'il nous appelle au 0826 300 300 pour nous raconter un petit peu pourquoi il a refusé d'aller travailler ce soir-là. Ce serait intéressant. Autre témoignage d'un auditeur qui nous dit pourquoi est-ce que Paris a accepté d'organiser aussi vite. On se rappelle que ça devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg. C'est Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a voulu faire de la communication sur cet événement. C'est tout. Mais enfin, on a organisé des grands événements. On a organisé 98. On a organisé quand même un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là de si particulier qui a fait que ça a bugué Non. Mais c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir un système politique et administratif qui mette chacun face à ses responsabilités. C'est parce que nous avons en permanence des gens qui ont une action qui n'est pas efficace, qui ne sont pas remis en cause, qui ne sont pas sanctionnés, où il n'y a pas de démission, et bien que on continue dans des habitudes qui sont extrêmement mauvaises. Et encore une fois, je crois que cette absence de responsabilité qui débouche sur une inefficacité de l'action publique, elle résulte d'un modèle, d'un régime politique qui est extrêmement vertical, qui ne juge pas les uns et les autres sur les résultats de leur action, mais sur les faveurs personnelles des uns et des autres. C'est d'autant plus inacceptable que la mission de l'État, la première mission de l'État, c'est la gestion de l'ordre public. Bien sûr. Et que sur une question d'ordre public, il n'y ait pas finalement de sanctions quant aux responsabilités administratives et aux responsabilités politiques, c'est à proprement parler totalement inadmissible. Oui, et l'image à l'étranger, ce que nous signale aussi un auditeur à juste titre, est catastrophique. Oui, parce que dans 2 ans, il y a des Jeux Olympiques. Absolument, et certains hésitent, se disent, est-ce qu'on est en sécurité en venant en France? Et l'UEFA, je crois, a réagi en sous-entendant que la France n'était pas prête de recevoir d'autres grands événements pour tout de suite. Ce qui paraît logique au vu de la tournure des événements. Jean-Luc Benamias, un dernier mot sur le sujet? Conséquences politiques à votre avis aux législatives? C'est difficile de le dire. C'est difficile de dire, mais je pense que les conséquences politiques de ce qu'on vient de sur les conséquences politiques de ce dont on vient de parler jusqu'à là sont déjà arrivées bien avant. Donc à mon avis, ça ne rajoutera pas grand-chose. Par contre, ça a montré une chose, c'est que nous sommes à ce niveau-là dans l'organisation de véritables amateurs. C'est clair et net. C'est-à-dire que pourtant, sur un certain nombre de compétitions, on est efficace, mais dès qu'il s'agit du foot, je me répète, on n'est pas efficace du tout, ni sur le territoire français avec les clubs français, ni avec les clubs étrangers.
Ouais. Alors, Régis. Valérie, sur les conséquences politiques, je rappellerai, je suis très méchant, donc je suis beaucoup sur les réseaux, et chaque fois que je vois des gens venir se plaindre, je mets 58%, 58%, 58%, avec des points de suspension. Moi, je suis désolé, il n'y aura aucune conséquence politique. Un président élu en 2017 grâce à un coup d'État judiciaire, il a été requalifié cette fois-ci avec un score très large, et donc il a tous les pouvoirs, il pourra faire ce qu'il veut. Je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation, c'est une blague. Il aura une majorité qui sera peut-être moins imposante que celle qu'il aurait souhaité, mais il n'y aura aucune conséquence, si ce n'est une image dégradée pour notre pays, si ce n'est qu'effectivement les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby risquent d'être des événements qui auraient été importants pour nous, y compris sur le plan économique, ne vont pas rapporter ce que les investissements que nous faisons dessus auraient permis de penser. Donc non, je pense qu'il n'y aura pas de Monsieur Macron. D'abord, là on ne l'entend pas, il ne dit rien. À l'occasion d'un déplacement, il aura peut-être dire bah oui, ils avaient qu'à traverser la route avec leur faux billet ou je ne sais quoi, il dira n'importe quoi, il n'y aura aucune conséquence politique digne de ce nom, et en tout cas aucun retour à une forme de la responsabilité, ça c'est clair, je suis entièrement d'accord avec ça, mais aucun retour à une prise en compte des nécessités, des aspirations à la sécurité, qui est quand même une des premières libertés. C'est une liberté, c'est un droit créance. Au 19e siècle, les Français ont accepté qu'on les désarme, au contraire de ce qui se passe aux États-Unis. Mais la contrepartie du fait que non, le peuple n'est pas armé chez nous, la contrepartie, c'est qu'on vous assure votre propre sécurité. Et je suis pour ça. Ouh là là, je suis pour. Eh ben non, on va continuer à laisser l'ordre public se déliter. C'est un peu une tragédie pour notre pays. Il y a l'UNSA Police aussi qui a réagi en expliquant que beaucoup des gens qui étaient, on va dire des jeunes qui étaient là, étaient des délinquants de droit commun, connus des services de police. Donc ça, c'est une information. Et puis, l'une des défenses aussi de Gérald Darmanin qui met un peu mal à l'aise, c'est de dire on a sauvé des vies en réagissant comme ça. Là, c'est l'argument, c'est une sorte de point Goldwyn, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez répondre à ça quand on vous dit ça? Ils font leur travail, il faudrait les féliciter. Voilà. Allez, on va marquer. Il n'y a pas eu de mort, bravo. Oui, c'est ça. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio. On a passé beaucoup de temps sur ce qui s'est passé au Stade de France et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, que cette affaire n'est pas terminée. Pas de rattrapage sur les factures d'électricité en 2023. Une inflation qui continue de grimper. Est-ce que le pire est à venir? Je vous pose la question comme ça, brute de décoffrage. On sait que l'inflation a passé la barre des 5. Oui, on est à 5,5, Raphaël Amsalem. D'abord, il y a un problème qui est circonstancié à la guerre en Ukraine, qui évidemment a un impact en matière énergétique, en matière aussi de toutes les questions de blé en ce moment qui posent un énorme sujet, notamment avec des prévisions assez alarmistes sur des cas de famine qui vont se développer dans le monde. Donc déjà, ça donne matière à penser que le pire est à venir. Et puis ensuite, on a cet effet de rattrapage lié à la crise Covid, où l'économie a redémarré sans produire assez par rapport au niveau de la consommation. Et c'est pour ça qu'on a des effets d'inflation. Et je pense qu'on a un troisième facteur qui est assez dur à entendre, mais qui, je pense, est assez essentiel pour comprendre aussi le phénomène de l'inflation. C'est que, en souhaitant aider, et c'est tout à fait légitime, attention, mais il faut aussi comprendre le mécanisme économique qu'il y a derrière, en souhaitant aider les Français à faire face à la montée des prix, eh bien, on nourrit encore plus l'inflation parce que on s'endette et parce qu'à côté, nous n'avons pas fait les réformes en matière de productivité, nous n'avons pas fait les réformes en matière de baisse de la fiscalité, même s'il y a eu certaines baisses, on n'est pas allé assez loin parce qu'il n'y a pas eu la réforme de l'État qui permettait de penser la question des prélèvements obligatoires et de la dépense publique. Et donc je pense que malheureusement, dans les mois qui vont suivre, nous allons avoir une inflation qui va être pérenne et des pouvoirs publics qui vont devoir s'adapter parce qu'un tel niveau d'inflation, nous n'en avons pas connu depuis les années 80. Et si c'est amené encore à augmenter, eh bien, il va falloir adapter les politiques publiques pour faire face.
Ça va augmenter. C'était un record, je crois que c'était un record qui... c'était 1985, hein, je crois, le dernier... Dans ces eaux-là, ouais. Donc on est à 5,5, il y a ça, et puis surtout, il y a le fait qu'on rentre en récession. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un rebond, on a eu un rebond qui était un rebond technique, et on a une communication gouvernementale avant les élections, qui était une communication qui est visée à accréditer l'idée qu'on rentrait dans une nouvelle période style 30 glorieuses. En fait, ça a duré 3 mois. C'est 3 mois glorieux, peut-être, et qui correspondent à un véritable rebond technique. Et puis, le troisième point, mais vous l'avez effleuré, c'est que, si vous voulez, on est dans une situation qui est assez proche de celle des années 70, ce qu'on appelait la stagflation, hein, c'est-à-dire inflation plus récession, mais avec un phénomène nouveau par rapport aux années 70, c'est l'endettement. C'est-à-dire que dans les années 70, nous n'avions pas le niveau de dette publique que nous avons aujourd'hui. Donc, on est quand même dans une situation qui, sur le plan économique, est pour le moins délicate. Oui, et on est quelques jours avant les législatives, et donc on sent bien que dans le discours politique, on tente de rassurer sur cette situation. Pardon, Régis, allez-y, Régis de Castelnau. Juste une petite donnée concernant effectivement le caractère sombre des prévisions possibles. C'est que la stagflation, c'est un peu terrible, hein, parce que pas de croissance et inflation, mais on va aussi importer de l'inflation des États-Unis, parce que avec le geste keynésien, soi-disant des 7 000 milliards de dollars que Biden a voulu injecter dans l'économie, ils ont fait tourner la planche à billets. Avec ce qui se passe, la guerre d'Ukraine, la puissance du dollar va peut-être en prendre un coup. Je pense que chez nous, on va avoir les conséquences de ce qui se passe aux États-Unis. Tout ça est bien sombre. Et on parlait de l'énergie. J'ai lu un article ce matin qui m'a désolé sur l'impasse que constituerait la fusion nucléaire avec de l'hydrogène. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il semblerait que ce soit une fausse espérance. Hein. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais l'horizon est quand même très sombre. Oui, parce que comment imaginer qu'il n'y aura pas de rattrapage sur le prix de l'électricité? Ça paraît assez invraisemblable. Jean-Luc Benamias. L'inflation, c'est pas très nouveau. Je rappelle les chiffres de l'inflation fin des années 70 sous Raymond Barre, c'était à 13,5, 14%. Tout à fait. Nous avions atteint des taux qui seraient difficilement explicables aujourd'hui. Bien. Mais la situation n'était pas tout à fait la même, ce que disait Arnaud Benedetti tout à l'heure. On avait quand même un système encore produisait encore. La crise du blé et tout ce qui est alimentation est un problème majeur au niveau planétaire. Ça n'est pas un problème majeur pour le blé en France. On parle beaucoup de l'Ukraine, c'est vrai, et ça c'est valable pour la planète, et pour notamment l'Afrique et l'Inde, qui d'ailleurs l'Inde a arrêté d'exporter son blé parce qu'il faut nourrir la population, les 1,5 milliard, si ce n'est plus, d'Indiens, de ceux qui vivent en Inde. Mais en France, la production de blé, on en exporte 50%, donc il n'y a pas de problématique réelle du blé sur le territoire hexagonal. Pour le reste, à ce niveau-là, il est clair que les décisions de l'Union européenne, vous en avez parlé, je crois que c'était dans le journal tout à l'heure, on en parlait, sur les histoires de blocage pour tout ce qui est fuel et essence, où l'Union européenne est incapable encore aujourd'hui de se mettre d'accord de manière unanime. Certains pays bloquent, dont la Hongrie, mais je ne pense pas que la Hongrie soit le seul pays à bloquer. Voilà, on voit bien que malheureusement, l'Union européenne à 27 est incapable de prendre des décisions communes par rapport à l'alimentation et par rapport à l'énergie. Oui, non, mais c'est un fait. Sur l'alimentation, pardon, Régis de Castelnau. Une seconde, sur l'alimentation, Jean-Luc, moi je veux bien, mais le problème, il va être posé en Afrique, au Maghreb, déjà, en Égypte. Je suis d'accord. Ces populations, il va y avoir des migrations de la faim. Je veux dire, ça va être quelque chose, des situations qui vont être ingérables. Nous, on a probablement assez pour nous. Alors, je rappelle aussi, en ce qui concerne les céréales, on parle beaucoup de l'Ukraine et à juste titre, mais je veux dire, le premier producteur mondial de céréales s'appelle la Russie.
Hein, donc c'est celui premier producteur de matières premières dans différents domaines, d'énergie, etc. Il faudrait peut-être mettre se mettre autour de la table et essayer de régler ça. Mais tout n'est pas imputable non plus à ce qui se passe en Russie. Hein. Il y a une situation qui est là. Les tendances inflationnistes, elles préexistaient à la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça, elles étaient déjà là. Il y a le quoi qu'il en coûte aussi. Ouais. Ce qui est assez inquiétant aussi, c'est face à ce phénomène qui évidemment va être très éprouvant pour beaucoup de Français, le niveau de démagogisme économique qu'on peut avoir dans certaines propositions au sein de quelques partis politiques. Je pense notamment au sein de la France Insoumise, on fait des propositions de blocage des prix. Mais enfin, comme le dit Nicolas Bouzou, le problème de l'inflation, c'est qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Bloquer les prix ne permet pas de produire plus d'énergie, ne permet pas de produire plus de blé, et donc va résulter sur le résultat qui a toujours été celui d'une politique de blocage des prix. Ça va être 1, du rationnement, et 2, encore plus d'inflation. L'un des soucis, c'est qu'on ne produit plus, surtout. C'est un problème en France. C'est pour ça que la balance commerciale est déficitaire. Je note quand même qu'on continue à produire en Allemagne, qu'on continue à produire en Italie. Bon, alors en Italie, ils ont une structure capitalistique qui est un peu différente, beaucoup plus familiale que la nôtre, mais en tout cas, ça fonctionne mieux que chez nous. Un mot sur la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ça mériterait plus qu'un mot. Il va au centre hospitalier de Cherbourg avec la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, dont je vous rappelle qu'elle a répondu à la une de Match qui parlait de naufrage à l'hôpital par « je ne participe pas à la polémique et avec ces termes anxiogènes. Donc oui, mais la fermeture de certaines urgences sont anxiogènes, Madame Bourguignon. Le fait que certains services ferment, que les médecins soient à bout, oui, c'est anxiogène, oui, mais c'est la réalité. Raphaël, donc là, il va se déplacer avec toute une cohorte entouré. Moi, je pense qu'il aurait dû faire une visite aux urgences anonyme un soir à 11h avant qu'on ait le temps de repeindre les murs des hôpitaux et de ranger les malades dans les placards. 2 points qui me semblent importants. D'abord, sur la déclaration de la ministre que vous avez citée, ça me fait penser à cette réponse du président de la République lorsqu'on l'avait confronté au départ à l'échec c'était tous anti. Je ne me rappelle plus le nom original, mais de tous anti-Covid, il y avait très peu d'inscrits. Il avait répondu ça n'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Bon, voilà, on est exactement dans la même novlangue qui consiste à on transforme la réalité avec l'emploi de mots. Bon. Le deuxième point qui est beaucoup plus là sur le fond et qui me semble très important. On est en France dans un des pays qui a la dépense publique et la dépense sociale la plus élevée au monde. Le secteur de la santé n'échappe pas à cette règle. Le milieu de l'hôpital est un des secteurs où on dépense le plus, et surtout si on le compare par rapport au reste de l'Europe. Il y a une question qui, me semble-t-il, est transpartisane. C'est la question de l'efficacité de la dépense publique, qui ne doit pas nous faire esquiver celle peut-être de l'augmentation des moyens. Mais il y a aussi cette question de l'efficacité qui est de se demander, mais enfin, comment se fait-il qu'avec tout cet argent qu'on dépense, on ait des plaintes qui soient à l'hôpital, des plaintes qui se font dans le domaine de l'éducation, en matière de sécurité, partout on a l'impression d'une déliquescence des services publics, alors que les sommes n'ont jamais été aussi importantes. Et en quoi ça me semble une question transpartisane, et c'est là où c'est un point important, c'est que on a l'habitude de dire l'efficacité c'est une question de droite. Je voudrais rappeler que la vérification de l'emploi des deniers publics est un impératif dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça n'est pas de droite, c'est un impératif du bon usage de l'argent public, et ça me semble très important, notamment en matière de consentement à l'impôt. Mais c'est le système aussi qui est raconté des intérimaires qui sont payés plus, c'est l'hôpital qui a mis ça en place. Visite pour calmer, Arnaud Benedetti, pour calmer la colère, pour montrer qu'il s'occupe. C'est pour montrer qu'il est au chevet... Il est au chevet en urgence d'un hôpital public dont on sait qu'il souffre particulièrement. C'est une visite de communication, c'est une visite de campagne législative. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, son principal objectif, c'est de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que c'est de la sorte qu'il en disposera. Je suis d'ailleurs moins optimiste, entre guillemets, que l'était Régis de Castelnau sur les résultats des élections législatives pour la majorité. Allez, c'est fini, hélas. Non, c'est dommage, mais je suis obligée de vous couper la parole. Ça va être l'heure du journal, et un auditeur me dit grève prévue le 7 juin au CHU de Montpellier. Et oui, un de plus. Merci à vous, à demain, très bonne journée. Arnaud, je suis pessimiste. Voilà. Non, oui, j'avais bien compris. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.